Je me rappelle tout simplement que j'étais à cheval, au galop, et j'avais la tête qui tournait. Là, la mono me voit tomber tout doucement sur le côté. Donc là, elle a compris tout de suite. Massage cardiaque, lever les jambes, bouche à nez et compagnie. Foudroyé par 2 arrêts cardiaques successifs, Victor s'est réveillé plusieurs jours plus tard à l'hôpital. Durant la longue et difficile convalescence qui a suivi, Victor va apprendre quelle est la cause de son accident. Une malformation génétique, appelée syndrome du QT long. Le cœur, vous savez, c'est une pompe, mais qui fonctionne grâce à une activité électrique qu'il génère, puisque ce signal électrique, c'est ce qui va entraîner la contraction des oreillettes, ils vont remplir les ventricules, puis les ventricules vont se contracter et éjecter le sang vers l'artère pulmonaire et l'aorte. Ce signal électrique prend naissance dans le nœud sinusal, situé dans la paroi de l'oreillette droite. Il se propage ensuite dans les cellules des oreillettes, puis arrive au nœud auriculo-ventriculaire. De là, il se diffuse dans les ventricules à travers des canaux spécifiques. Et c'est grâce à ce système électrique que le cœur peut régulièrement se contracter puis revenir à l'état de repos. Cette activité électrique se mesure avec un électrocardiogramme. Grâce à différents points de repère, l'électrocardiogramme calcule les différentes phases du circuit. À l'instant P, le nœud sinusal envoie le signal. Le pic QRS correspond au moment où le cœur se contracte, puis il revient à l'état de repos jusqu'à l'instant T. Mais chez certaines personnes comme Victor, une malformation des canaux dans lesquels circule l'activité électrique entraîne un allongement de l'intervalle QT. D'où l'appellation de syndrome du QT long. Le véritable problème du syndrome du QT long, c'est que quand le QT est suffisamment allongé, il y a un risque d'accident rythmique, c'est-à-dire de désorganisation de l'activité électrique. Ça correspond à la survenue d'un courant électrique qui est complètement anarchique et qui n'arrive pas à activer correctement les ventricules, et donc la circulation sanguine se fait très mal. Il n'y a plus d'irrigation au cerveau et c'est là où il y a des pertes de connaissance. Et c'est une vraie menace. Donc c'est un signal d'alarme majeur. Les causes de l'arythmie, elles sont multiples. Ce sont essentiellement toutes les situations qui mettent en route le système adrénergique. De nombreuses situations de la vie courante augmentent la quantité d'adrénaline qui parvient au cœur. Une simple activité physique, l'excitation, un état de stress émotionnel, l'énervement ou la colère, voire même parfois un bruit strident ou même un rêve, génèrent cette adrénaline qui peut dérégler le rythme cardiaque. Il y a un taux d'accident pendant la baignade et la natation qui est élevé et que dans ces pathologies-là, il y a une vraie contre-indication. Mais une des grandes causes, et qu'il faut toujours avoir à l'esprit parce que c'est un élément majeur de prévention, c'est l'effet d'un certain nombre de médicaments toxiques. Il y a des médicaments banaux qu'on peut utiliser pour bien d'autres choses que pour le cœur, qui aggravent la situation. Ils peuvent entraîner des accidents rythmiques mortels. Dans 20% des cas, la crise cardiaque est le premier accident. Il peut y avoir quelques signes apparents, mais il est très difficile de faire le lien avec l'activité cardiaque. En effet, un malaise isolé est rarement pris au sérieux. Quant aux syncopes, elles sont souvent confondues avec une crise d'épilepsie. C'est ce qui est arrivé à Victor, qui a fait 2 syncopes plusieurs années avant son accident. On s'est orienté vers l'épilepsie. Et c'était une fausse route. Un des éléments pour faire le diagnostic, c'est l'histoire familiale. Ce qui n'a pas été fait, c'est de peut-être parler dans la famille. Le QT long est une maladie héréditaire. Une personne atteinte a 50% de chances de le transmettre à ses enfants. Autant dire qu'au sein d'une famille, les symptômes des uns sont très souvent les symptômes des autres. Ça remue beaucoup de choses au niveau familial. Il y a eu la cousine qui a fait des petits malaises adolescentes. Mon beau-père, on a toujours dit qu'il a fait de l'épilepsie, qu'il tombait des arbres. Ils ont souvent des antécédents de mort subite.
pour lesquels ils n'ont jamais eu d'explication. Quand le père de Victor est décédé, moi j'ai même pas pensé faire une autopsie. En revanche, c'est le diagnostic révélé par l'accident de Victor qui a permis de dépuceler le QT long de Rémi, son frère. L'électrocardiogramme est le moyen le plus sûr pour se mettre sur la piste du QT long. Mais le caractère héréditaire de la transmission montre bien le rôle essentiel de la médecine génétique dans la lutte contre le QT long. Ça permet de faire le diagnostic, y compris chez des gens qui ont des anomalies relativement mineures de l'électrocardiogramme, parce qu'ils seront à risque s'ils prennent des médicaments toxiques. C'est cette même recherche génétique qui a identifié de nombreux gènes responsables du QT long, qui permet aux médecins d'affiner la stratégie de prise en charge du patient. C'est quelque chose qui est devenu une espèce de médecine personnalisée, adaptée à chaque individu, qui va permettre de cibler au mieux la façon dont on va les prendre en charge. C'est une anomalie qu'on connaît bien, que c'est une anomalie qu'on traite bien aujourd'hui. Le traitement par bêta-bloquant, c'est des bloqueurs des récepteurs bêta-adrénergiques, donc les récepteurs bêta à l'adrénaline. Et le but du traitement, c'est d'aller se fixer sur ces récepteurs pour que l'adrénaline ne puisse plus s'y fixer. On peut dire aujourd'hui que le traitement est efficace à 100% en médecine, ça n'existe pas, mais à 99,9%. Alors la question souvent, c'est est-ce que c'est pas dangereux de prendre un médicament à vie? Là, on a une réponse qui est très claire. Ce n'est pas dangereux de le prendre à vie. La médecine est donc aujourd'hui parfaitement à même de répondre aux défis posés par le QT long. Mais tout ce processus médical, qui vise à assurer aux patients une vie normale, la possibilité d'avoir une famille et des enfants hors de danger, ne peut s'enclencher que de deux manières. Soit par un électrocardiogramme, soit par un accident cardiaque. Vous savez, on ne traite pas le trouble du rythme. Tout ce qu'on doit faire, c'est l'essentiel, c'est le prévenir.